Bonjour à tous et merci de suivre Ailleurs dans le monde. Depuis la mi-octobre 2019, le Front national pour la défense de la Constitution a fait descendre dans les rues de nombreux Guinéens à plusieurs reprises. L'opposition est convaincue que le chef de l'État, Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, veut se représenter en 2020, alors que la Constitution n'autorise que 2 mandats présidentiels. Le président guinéen a annoncé un projet de nouvelle Constitution. Que veut réellement modifier Alpha Condé dans la Constitution? Les élections législatives prévues le 16 février auront-elles lieu? Et quelle sera l'issue de ce bras de fer entre la rue et le président de la République? Nous serons en liaison avec notre correspondant depuis la Guinée, Habib Marouane Camara, analyste politique. Sur le plateau, je suis avec le docteur William Mablonon, politologue, et Aristide Kenda Kenda, éditorialiste. Messieurs, bonjour. Bonjour Fatim. Et bienvenue. Merci Fatim. Alors le 19 décembre 2019, le chef de l'État, Alpha Condé, a annoncé le projet d'une nouvelle constitution à soumettre ultérieurement à la population guinéenne. Cette nouvelle constitution prévoit, entre autres, la parité homme-femme, l'abolition de la peine de mort. Et en ce qui concerne le mandat présidentiel, il va passer de 5 à 6 ans, renouvelable une fois. Messieurs, quel est l'intérêt politique d'une telle mesure? Il faut simplement dire, Fatim, que vous savez, le président guinéen, au cours de ces 2 mandats, a donc apporté des réformes sécuritaires qu'il vante comme une réussite gouvernementale. Il veut donc prolonger donc, ces réformes et propose donc de réviser la Constitution. Pour l'opposition, c'est une astuce parce que quand on parle d'une nouvelle constitution, c'est une nouvelle république. Une nouvelle république, on remet les cartes à zéro et à partir de ce moment, il a la possibilité de se représenter. Donc l'opposition le soupçonne, notamment avec le Front national de défense de la constitution, le soupçonne de vouloir passer par une nouvelle constitution pour se représenter. Mais seulement, est-ce qu'il va y arriver? Parce que les lois, dans la loi fondamentale, l'article 27 et l'article 154, l'article 27 fixe les normes et la durée des mandats, et l'article 154 verrouille cette disposition. Alors, par quelle alchimie va-t-il arriver à convaincre les populations de réviser la Constitution, surtout que l'article 154 verrouille donc cette disposition? Docteur Ablenon, l'opposition a raison de se méfier? Je ne sais pas si elle s'est réveillée un peu tard ou si elle est dans un formalisme, mais de toute évidence, nous sommes en Afrique et on sait qu'à la fin des 2 mandats, c'est exceptionnel quand celui qui finit ce mandat ne cherche pas à changer la Constitution. Donc, il n'y a rien de surprenant. C'était attendu. Alors, est-ce qu'il va y parvenir? Bon, ça, c'est un autre débat. Mais je ne pense pas qu'il y ait une rationalité autre que celle de prolonger un mandat présidentiel qui, à l'évidence, est très intéressant en Afrique parce que, généralement, les Africains ne veulent pas lâcher le pouvoir. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulièrement intéressant qui fait qu'il veut changer. Mais est-ce que ça suit une forme de logique? Est-ce que c'est parce qu'il a commencé des réformes qu'il ne veut pas finir? Il ne finira jamais ces réformes. L'État est une continuité, donc je ne pense pas qu'il y ait une vision politique derrière. Comme dit le porte-parole du gouvernement guinéen, il faut aller au débat. Mais moi, je suis pour le débat aussi. S'il y a proposition, qu'on aille au débat, mais ça ne veut pas toujours dire que le président va gagner. Mais je suis aussi contre ceux qui empêchent qu'il y ait le débat. Parce que le Front national de défense de la Constitution, l'attitude qu'ils ont, c'est l'attitude de ceux qui prennent justement en otage ce peuple pour lequel la démocratie est exercée. Alpha Condé propose d'aller au référendum, c'est-à-dire qu'il va soumettre cette constitution à la volonté du peuple. Le peuple, visiblement, la refuse. Pourquoi ne pas aller à la date du référendum et voter massivement contre cette constitution? Mais Fatim, on vous pose donc la question, comment vous savez maintenant que le peuple refuse? On ne peut savoir que le peuple refuse que si on va à un référendum... Mais on voit les mouvements de contestation qui avaient commencé avant même l'annonce, docteur Ablonon. D'abord, quelle que puisse être la valeur exceptionnelle des réformes ou des nouvelles idées que le président a eues, il a quand même eu 9 années à la tête de l'État guinéen et pendant ces 9 années, il aurait pu introduire ces réformes. Donc,
Ceci ne veut pas dire que je doute de sa bonne foi, mais c'est toujours un peu suspect quand c'est à la fin de votre mandat que vous commencez à avoir des idées de génie. Alors, au-delà de ça, je pense que l'opposition refuse d'aller au référendum et que le président de la République persiste, c'est inquiétant pour la démocratie, dans la mesure où, normalement, l'opposition aurait dû applaudir pour dire « allons aux élections ». Mais ça veut dire qu'il y a un doute sérieux sur la valeur même de ces élections, sur la crédibilité de ces élections, sur la transparence de ces élections. Et c'est ça le vrai problème. On ne peut pas dire pourquoi l'opposition refuse d'aller aux élections. Ce serait un peu naïf. C'est parce que l'opposition sait que derrière ce référendum, il pourrait y avoir des tripatouillages ou des fraudes qui vont faire que les résultats ne seraient pas nécessairement conformes. Mais en même temps, nous sommes en démocratie, on ne peut pas suspecter toutes les institutions, on ne peut pas empêcher le débat de se faire. Donc, à un moment donné, c'est vrai que le moment, et c'est ça le problème, c'est le moment pour poser le problème qui est délicat. Pour vous, c'est une histoire de timing. Voilà, il aurait pu faire cette démarche un peu plus tôt, que ça aurait permis vraiment un débat démocratique. Mais là, tout est objet à suspicion. Alors, l'éventualité d'une candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat cristallise les tensions, on l'a vu, entre le président guinéen et son opposant historique, Cellou Dalein Diallo. Chacun accuse l'autre de mettre en péril la stabilité du pays. Qu'en est-il? Effectivement, les tensions sont vives. On a déjà enregistré 9 morts dans un gendarme et les gens ont peur de l'escalade. Et effectivement, depuis toujours, depuis plus de 10 ans, l'un accuse l'autre de mettre en péril la stabilité du pays. Mais ce que moi je voulais dire, c'est que quand on est sûr comme Cellou Dalein Diallo, opposant au président sortant, et qu'on dit qu'on est sûr de gagner en 2020, ça veut dire que pendant 10 ans, il a été aux élections en 2010, il a été aux élections en 2015. En 2010, il a été battu au deuxième tour. En 2015, il a été battu au premier tour. Toujours par Alpha Condé. Toujours par Alpha Condé. Pendant ce temps, je pense que il est sûr de lui. S'il est sûr de lui, ils ont d'ailleurs une coalition, c'est d'aller sur le terrain des élections. On propose un référendum. Au lieu d'aller sur le terrain pour battre le pavé, on s'organise pour dire non dans les urnes. Et ça aussi, c'est un exercice démocratique. Le président de la République, il est le garant de la Constitution. Lorsqu'il sent qu'il y a des réformes qu'on peut apporter, c'est son rôle. Aussi bien le rôle du président que celui de l'Assemblée, de faire des propositions. Est-ce que faire une proposition, c'est mettre en péril l'équilibre d'un pays? Moi, je ne pense pas. C'est aussi ça, c'est au discours démocratique, c'est au débat démocratique. Si vous êtes sûr de vous, venez sur le terrain démocratique, pas simplement en battant le pavé. Oui, je pense qu'il y a une question de responsabilité qui est partagée aussi bien par les intellectuels que par les hommes politiques dans cette affaire, parce que c'est un problème récurrent. Demain, il y aura élection dans un autre pays, on fera le même débat. Donc, c'est un problème récurrent. Il y a un problème de responsabilité qui est partagé parce que les intellectuels ont imaginé cette affaire sortie de, je ne sais pas très d'où, à chaque révision de constitution correspond une nouvelle république. Et du coup, que tout est à remettre à zéro. Donc, à partir de cet instant, c'est devenu un jeu aux mains des hommes politiques, mais ils ne l'ont pas inventé, c'est les intellectuels qui l'ont inventé. Et c'est là le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, même si un président est de bonne foi, personne ne croit en sa bonne foi tant qu'il y a la suspicion des élections en jeu. Donc, on est arrivé à un niveau où nous sommes dans une aventure ambiguë, généralisée sur tout le continent. Parce que même quand il y a des réformes sérieuses à faire, on a peur. Dès qu'un président parle de réviser de la Constitution, on a peur. Et toute révision de la Constitution, on se rend compte que tôt ou tard devient une révision opportuniste parce que celui qui l'a fait la met à son avantage. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a une réflexion sérieuse à mener à ce niveau-là. On va l'entamer à la fin de l'émission, mais restons sur cette réflexion qui, à mon avis, aussi est importante. Une constitution, pour que les gens comprennent bien, j'aimerais bien qu'on nous rappelle un peu son rôle dans la hiérarchie d'un homme et en quoi elle structure une société. C'est la loi fondamentale de tous les États qui sont dotés d'une constitution. Et à en croire certains constitutionnalistes, la constitution doit suivre les mouvements de la société, donc elle ne peut pas être immuable. Mais il faut en même temps qu'elle soit rigide. Sinon,
on prend beaucoup de risques. Alors, c'est en cela que Thierry Mungala, l'actuel ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement, avait dit en 2014 que la Constitution, ce n'est pas la Bible. Hein? On s'adapte en fonction des réalités du moment. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on se réapproprie notre propre regard sur la force du discours dont nous-mêmes sommes porteurs, pour mettre de côté tous les automatismes langagiers. Parce que justement, nous sommes embarqués par le regard de ceux qui pensent que, parce qu'on a dit qu'on propose une nouvelle constitution, c'est suspicieux. À partir de ce moment, dès qu'on propose une nouvelle constitution, on pense que le président Alpha, jusqu'à présent, n'a pas encore dit qu'il est candidat. Même dans la note qu'il envoie au 42... Mais je reviens à ma première question. Oui. Quel est l'intérêt politique d'une telle mesure si ce monsieur, en tant que chef d'État, quitte la présidence? Pourquoi modifier la durée du mandat? Parce que pendant son exercice, il a dû se rendre compte des failles de cette loi fondamentale. Notamment, il propose... Il les a découverts la veille de la fin de son mandat? Mais peut-être c'est la dernière chose qu'il veut donner à son pays avant de partir, une institution... Tu as parlé, Fatim, d'une institution forte. Alors donc, le renforcement... J'ai dit au début qu'il a modifié, il a fait une réforme sur la sécurité, dont la Guinée s'en vante et dont même les experts internationaux félicitent. Il estime que, d'abord, le rôle, la confusion qu'il y a à la tête de l'État entre le Premier ministre et le président, que les fonctions soient bien définies. Ensuite, il fait une avancée sur la parité homme-femme. Et il propose que désormais, dans les instances de décision, que ce soit le gouvernement, que ce soit les organes de délibération, que ceux qui décident soient au moins des 2/3. Mais est-ce que ce n'est pas, Dr Abenon, la partie émergente de l'iceberg? Il l'a dit à l'instant, il y a vraiment des avancées au niveau sociétal. Oui, l'abolition de la peine de mort, parité homme-femme, la fin des mutilations, du mariage forcé. Il y a des avancées, mais est-ce que cela suffit? Moi, je n'ai aucun doute sur la volonté du président de faire avancer les choses dans son pays. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un homme déterminé. Il suffit de regarder sa carrière politique. C'est un homme de conviction. Je n'ai aucun doute sur ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand le débat politique met en péril la stabilité, met en péril la cohésion sociale, il y a de la responsabilité. C'est de l'éthique de la responsabilité pour les hommes politiques, lorsque vous arrivez à un certain niveau, de se rendre compte qu'au-delà de votre vision, au-delà de vos convictions, il y a la réalité de la sécurité, de la stabilité, de la cohésion sociale qui est en jeu. Le président Alpha Condé a de bonnes raisons, ou avait même de très bonnes raisons de modifier la Constitution. Parce qu'en réalité, la Constitution guinéenne de 2010, qu'il a fait venir au pouvoir par 2 fois, est une Constitution qui n'a jamais été soumise à référendum. Donc, en réalité, entre guillemets, ce n'est pas une vraie Constitution, puisqu'elle a été adoptée par le Conseil national de la démocratie quand il y a eu le coup d'État d'Addis Camara. Et puis, la Constitution a été soumise à son successeur, Sekouba Konaté, qui l'a signée, qui l'a promulguée, mais elle n'a jamais été votée, elle n'a jamais été adoptée, cette Constitution. Il s'est tué en faisant deux mandats. Donc, c'est aujourd'hui qu'on ressuscite les limites de la Constitution. Et je ne doute pas du tout sur les questions qui sont soulevées. C'est des questions pertinentes. Mais je pense que le timing n'est pas le bon. Le calendrier n'est sans doute pas le bon parce que ça risque de mettre en péril tout ce qu'il a pu construire en 10 ans. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Dieu sait qu'il a fait énormément d'efforts en matière de gouvernance. Alors, dernier mot avant de prendre notre correspondant. Et dans les éléments de langage, dans la note que le gouvernement guinéen envoie aux 42 ambassades et représentations, on va y arriver, diplomatiques et consulaires en Guinée, il y a des éléments de langage, notamment ce que Dr William vient de dire. Parce que le président guinéen explique aux ambassadeurs que mais la Constitution de 2010, mais ça n'a pas été voté. Même c'est un militaire qui a fait un coup d'État qui a donc proposé ça. Et lui, en tant que président élu, il a le droit, en tant que garant de la Constitution, de faire une proposition. Moi, je suis pour, Fatim, le débat. Jusqu'à présent, le président guinéen n'a pas encore dit qu'il est candidat. Le jour où il dira qu'il est candidat, tu verras que mon discours va changer. Donc, pour l'instant, on lui fait un procès d'intention à vous écouter. Procès d'intention. Et je pense qu'il faut que dans le débat politique en Afrique, qu'on accepte d'instaurer la sincérité et qu'on puisse avoir le regard émotionnel pour distinguer en face ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux.
Peut-être un dernier mot pour ne pas oublier. Tout à l'heure, il a cité un ministre, je pense qui, à l'évidence, doit être un très mauvais ministre, parce qu'une constitution est une Bible. Et c'est ça le problème. Il faut qu'on commence à sacraliser la constitution dans nos États. La constitution, c'est la Bible de l'État. Et si elle n'est pas considérée comme telle, ben on la bafouera tous les jours. Et chaque fois quand on bafoue la constitution, on en connaît les conséquences. Toutes les crises en Afrique sont toujours tournées autour de la modification de la constitution. Il ne le disait pas dans le sens spirituel du terme. Il disait dans le sens où la Bible, depuis qu'on a écrit la Bible, on ne modifie pas la Bible. C'est dans ce sens qu'il... Oui, ça revient au sujet. Ouais. Est-ce qu'elle ne doit pas être immuable, mais elle doit être rigide? Absolument. Pour que la société puisse progresser. Mais on peut y apporter des amendements. On va revenir sur la Constitution parce que je pense comme vous que c'est le fond, le cœur du problème. Mais on va d'abord prendre notre correspondant en liaison, Marwan Camara. Bonjour. Alors le Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, mène des protestations depuis la mi-octobre. Quelles sont ses revendications? Les revendications du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, tournent essentiellement autour d'un point. C'est le respect de la Constitution du 7 mai 2010 et le respect des articles 27 et 154 de la même Constitution. La Constitution actuelle en cours en République de Guinée limite le nombre de mandats, limite le nombre de la durée du mandat pour le président de la République. Solennellement, le chef de l'État, dans une allocution, a émis le souhait de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Le FNDC, cependant, soupçonne le chef de l'État de par cette volonté de se maintenir au pouvoir, parce que qui parle d'une nouvelle constitution parle naturellement d'une nouvelle république, et qui parle d'une nouvelle république parle d'un nouveau mandat, d'un nouveau départ, d'une nouvelle base juridique. Ce qui voudrait dire, en termes plus clairs, avec une nouvelle constitution, le président de la République a la possibilité, avec d'autres anciens présidents, s'il en existe d'ailleurs, peuvent se présenter pour un nouveau mandat. C'est d'abord la redéfinition du cadre juridique, c'est la redéfinition du contrat politique et le FNDC s'oppose à cette volonté du pouvoir de Conakry qui est limitée au regard, qui est frappée par les limites constitutionnelles au regard de la Constitution actuelle aux articles 27 et 154. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a appelé à empêcher l'organisation des élections. Dans ce contexte, les élections législatives prévues le 16 février pourront-elles avoir lieu? Il m'est difficile de dire que les élections auront lieu le 16 ou pas. Ce qui est sûr, la contestation ne fait que grandir. Les oppositions ne font que grandir. Il serait très difficile de tenir les élections dans les conditions actuelles si la volonté du président de la République serait de préserver la paix. Parce que je pense qu'avec l'ébullition en cours dans le pays et l'agrandissement des foyers de tension, il serait très très difficile pour le pouvoir de tenir les élections malgré sa volonté, malgré sa détermination à tenir vaille que vaille, coûte que coûte ces élections. Je pense que ça dépendra de l'évolution de la situation. Peut-être que d'ici le 16 février, les tensions pourront se rabaisser, mais ce qui est sûr, au regard de la situation actuelle, il est très très difficile de dire que les élections auront lieu ou pas. Parce que les contestations sont vives, les violences sont énormes, les foyers de tension ne font que grandir, les réticences ne font que grandir, les contestations ne font que émerger. Je serais quand même très heureux de voir le chef de l'État reculer pour ne serait-ce que préserver le tissu social qui est déjà en lambeaux, avec les rivalités ethniques surfait par des leaders politiques qui commencent à prendre de l'ampleur et qui commencent à prendre une autre tournure, pourrait naturellement contribuer à exacerber les violences si rien n'est fait pour arrêter la spirale. En ce qui concerne la contestation, quelle issue après des semaines de mobilisation des leaders politiques et de la population? Ce qu'il faut déplorer,
dans le contexte actuel, les colombes de la paix sont devenus beaucoup plus spectateurs qu'acteurs. La situation actuelle au pays est inquiétante. Il y a des destructions de biens, il y a des destructions des vies humaines. Le mieux serait, l'éthique de la responsabilité voudrait que ces chefs religieux appellent l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble des groupes belligérants et tenir un langage de vérité. Le langage de vérité doit être adressé à qui de droit. Je pense que cette personne n'est autre que le président de la République, parce qu'il est le seul et le principal concerné. Les chefs religieux et tous les autres colombes de la paix doivent dire au président de la République de respecter la Constitution du 7 mai 2010 et de respecter les articles 27 et 154 de la Constitution pour garantir la paix et la quiétude sociale. Pour le moment, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'initiative officieuse, mais officielle, il n'y a que l'Église qui s'est démarquée. Et récemment, l'Église a demandé à ce que les partis se retrouvent et que le dialogue commande sur la réalité. Mais est-ce suffisant pour cultiver la paix? Est-ce suffisant pour rassurer? Est-ce suffisant pour aller autour d'une table de négociation? Je pense non. La seule chose qui pourrait intéresser et qui pourrait calmer cette spirale de violence serait que le chef de l'État recule et qu'il renonce à son projet d'une nouvelle constitution. Merci beaucoup, Habib Marouane. Alors, messieurs, j'aimerais donc que l'on s'intéresse aux enjeux, donc la modification constitutionnelle. L'Afrique a connu trois grandes phases, trois grandes vagues, devais-je dire, de modification. On a d'abord eu l'époque de l'indépendance, des indépendances, où c'était quand même un véritable copier-coller avec les constitutions des pays occidentaux. Suivi dans les années 90 d'une nouvelle constitution à cause du multipartisme. Et là, depuis les années 2000, une dizaine de chefs d'État africains ont modifié leur constitution en faisant sauter les deux verrous les plus importants à leur maintien au pouvoir, c'est-à-dire la limite d'âge et le nombre de mandats. Monsieur, sommes-nous, depuis une décennie, face à un recul démocratique sur le continent africain? Je dirais non. Ceci n'est pas un indicateur du tout de recul démocratique parce qu'il n'y a jamais eu de la démocratie. Parce que le vrai problème, c'est qu'on a fait beaucoup de raccourcis. On a pensé qu'à partir des années 90, on pouvait quitter des dictatures bien ancrées et devenir des démocraties accomplies. Et on a adopté des principes qu'on n'était pas capable ou qu'on n'était pas en mesure de mettre en application. Les premiers chefs d'État qui sont passés comme des victimes, enfin comme des cobayes, ont été victimes de ces mesures. Mais l'intelligence politique, parce que l'intelligence politique est malheureusement souvent machiavélique, l'intelligence politique africaine a fini par avoir raison de ces verrous-là. Les gens ont trouvé les failles désormais pour faire sauter les constitutions. Parce qu'on s'est dit en 90, en instaurant le multipartisme et la démocratie, bon, même si c'est de mauvais gouvernants, on met 2 mandats, 10 ans, au bout de 10 ans, il partira. Donc on le laisse faire, le laisse faire, et il partira. En pensant que c'était infranchissable et que c'était ce qui allait pousser les gens à devenir démocrates. À l'évidence, ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, nous devons refaire le parcours parce que on ne peut pas y arriver, on ne peut pas arriver à la démocratie par des raccourcis, on ne peut pas s'approprier l'histoire des autres. Les États-Unis ont adopté la limitation du mandat présidentiel en 1951. Et les États-Unis, on sait que ça date de 1776. Donc, il faut que les Africains souffrent aussi de faire un peu leur histoire. Et on a trop avancé aussi des principes à qui on a donné beaucoup plus de valeur ou qui ne l'ont en guillemets parce qu'en réalité, la limitation du nombre de mandats n'est pas un principe démocratique. Au contraire, c'est un principe antidémocratique parce que n'importe qui se présente aux élections, au peuple de choisir. Donc, on a introduit beaucoup de choses comme ça par paresse intellectuelle ou par manque de vision. Et aujourd'hui, on en récolte les fruits. Ce n'est pas un principe démocratique, mais peut-être pas antidémocratique. Effectivement, on peut choisir son président ad vitam aeternam, mais c'était pour mettre fin à la
présidence à vie. Quand Angela Merkel est là depuis 16 ans ou 20 ans, ça Mais dérange. vous l'avez dit vous-même, Angela Merkel ne modifie pas la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Mais parce qu'il n'y a pas limitation de mandat chez eux. La Chine, c'est un modèle démocratique. On ne peut pas dire que la Chine n'est pas un modèle démocratique. Même si, ah oui. Autoritairement démocratique. Ah, mais parce que c'est le regard, parce que justement, ça dépend de là où on se trouve. C'est ce que Yves Lacoste appelle les représentations. Ça dépend de là où on se trouve. Maintenant, pour venir à la Constitution de 1958, la 5e République en France, mais cette Constitution, pour les experts qui savent, est copiée de la charte du Mandé du XIIIe siècle. Parce que dans la charte du Mandé, Soundiata Keïta déjà avait fait la promotion de ce que Alpha Condé est en train de faire en ce moment pour la femme. Et vous savez que c'est à partir de 1958, la femme vote en France. Je rejoins un peu Dr William pour dire quoi? Pour dire que nous devons inventer nos propres systèmes et en être fiers. Tant que nous sommes toujours là à attendre qu'on nous dise, qu'on vienne nous faire un discours à bol, ensuite qu'on nous dise que le meilleur modèle, c'est qu'on ne dure pas au pouvoir. Mais quand vous voyez la couronne britannique, elle n'a rien sur les États-Unis, elle règne encore aujourd'hui sur l'Australie, sur le Canada, je crois, sur le pays de Galles. Mais ils ont créé un système qui fait que elle inaugure les chrysanthèmes. Mais on a eu des tentatives sur le continent. On a quand même des chefs d'État qui sont autoproclamés empereurs. Bon, oui, on a eu des tentatives. Poutine vient de proposer une modification de la Constitution, mais ça n'est pas... Vous avez vu les commentaires de la presse occidentale? Ils essayent d'imaginer, et sans dire que c'est un dictateur, ils essaient d'imaginer ce qu'il va proposer plus tard. Mais nous, quand on fait une proposition sur le débat, alors que la France n'a ni de matière première, ni de café, ni de cacao, et que c'est avec le débat que la France se construit, quand nous, on envoie le débat, les opposants africains, puisqu'ils ne proposent rien, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec les opposants africains, ils ne proposent rien d'habitude, et comme ils sont dans le populisme, c'est une opportunité pour eux de s'exhiber, parce qu'en réalité, parfois, souvent de fois, c'est leur manière de faire campagne. Dernière question, le président guinéen pourra-t-il mener à bout cette réforme, sachant qu'on parlait de modification constitutionnelle, elle a quand même parfois mis la population dans la rue et fait chuter les pouvoirs qui voulaient justement imposer les nouvelles constitutions. Oui, en tout cas, à coup sûr, il ira au thème de cette réforme parce que simplement, le problème, ce n'est pas seulement une question d'alternance au pouvoir, c'est aussi une question d'homme. Et ça me fait penser au 21 avril 2002, quand Chirac disait « si c'est Le Pen, je ne lui donne pas le pouvoir ». Et c'est la même chose. Tant que ce sera Cellou Dalein Diallo, mais Alpha Condé ne donnera pas le pouvoir. Ça, c'est un autre débat. Merci, monsieur, pour tous vos éléments de réponse. On se quitte sur cette citation. C'est aux princes africains et à leur rempart capitaliste que profite la modification des constitutions en Afrique. Deli Moustapha. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et à samedi prochain.